Cette vidéo est la vidéo que j'aurais aimé voir quand j'apprenais Git et GitHub. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Git pour le versionnement de votre code et GitHub pour la collaboration en équipe et plus encore. Quand vous travaillez sur un projet de code, Git vous permet de contrôler les versions de votre code, de revenir en arrière si vous avez fait une erreur ou pas, de garder une trace de l'historique des différentes modifications que vous avez faites et même qui les a faites. Son système de branches permet de faire des évolutions sur son code tout en gardant une version qui est parfaite et qui est prête pour un déploiement. Alors, puisque cette vidéo est la première vidéo d'une série de vidéos sur le machine learning en production, prenons l'exemple d'un projet de machine learning. Supposons que vous avez en production un modèle qui fonctionne pas mal, qui est bien, donc du coup, ce qui est sur une branche principale. Vous voulez faire maintenant des modifications, expérimenter un autre projet, ok? Expérimenter un autre modèle que vous testez. Alors là, on va créer une branche sur laquelle on va travailler sur ce modèle-là. Et c'est grâce à Git et GitHub. Et nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser ces deux outils. C'est parti. Alors, première chose à faire, c'est d'installer Git. Alors, il faut aller sur le site git-scm.com, download. Vous avez l'installation sur Linux, sur macOS ou sur Windows. Moi, je suis sur Linux, j'ai une machine Ubuntu, donc du coup, je peux cliquer ici facilement. Et j'ai les instructions pour l'installer, c'est très très simple. Alors, si vous êtes sur Windows, n'oubliez pas d'installer Git Bash, d'accepter l'installation de Git Bash, parce que c'est grâce à Git Bash que nous allons pouvoir justement mettre les différentes commandes que nous aurons. Ok, maintenant qu'on a installé Git, venons ici pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, ici, nous avons notre dossier local, ok? On lui fait des modifications, ok? Et ici, nous avons ce qu'on appelle le staging area. Alors, c'est quoi le staging area? En gros, supposons que c'est un studio photo, ok? Et que lorsque vous faites des modifications ici et qu'elles sont pas mal, elles sont prêtes, vous voulez garder une version, une photo de cette version actuelle, vous l'amenez dans le staging area, ok? Mais vous n'avez pas encore fait de photo. Quand vous faites la photo, maintenant, ils vont dans le dépôt local, ok? Les photos vont dans le dépôt local. Donc, supposons que j'ai entraîné un modèle de machine learning, ok? Avec un code particulier. Et je me dis, ok, je veux garder cette version-là. Donc, du coup, je l'amène dans le staging area, ok? Je peux faire quelques d'autres modifications également. Je l'amène dans le staging area également. Je dis, ok, voilà, ça, c'est mon ensemble. Je le mets dans le dépôt local. Donc, je fais ce qu'on appelle un commit. On va en parler tout à l'heure. Je le mets dans le dépôt local. Et ce qui est bien, c'est que plus tard, quand je veux revenir à une version précédente que j'ai mis dans le dépôt local, bah, je peux le faire très facilement. OK? Donc, du coup, nous allons voir un exemple précis du sujet du code. Et plus tard, je peux le mettre sur GitHub, qui est une machine remote, qui n'est pas chez moi, et pour que plusieurs autres personnes puissent l'utiliser. Et nous allons voir GitHub tout à l'heure, bien sûr. Alors, c'est pour que vous puissiez comprendre, en fait, le fonctionnement de Git. Donc, nous avons le dossier local, vous faites votre travail. Quand il y a des modifications importantes, vous les amenez dans le studio photo. Quand vous avez fait toutes les modifications qu'il faut, vous les amenez dans le dépôt local. Et ce dépôt local vous permet de revenir sur des versions précédentes quand vous voulez. Et plus tard, si vous avez envie de mettre votre dépôt local sur GitHub, pour le faire très facilement. C'est tout. Et s'il y a des modifications qui viennent dans GitHub, que vous n'avez pas en local, vous pouvez les ramener dans votre dépôt local et les utiliser dans votre dossier local. Alors, tout ça, c'est un peu high level. On va rentrer dans du code même, ok? Créons un dossier. Alors, on a un dossier ici. On va ouvrir notre terminal directement. Alors, si vous êtes sur Windows, c'est Git Bash dans le dossier. Et on va créer un dossier make_d. On va appeler le dossier training, ok? Parce que c'est un dossier dans lequel on va entraîner des modèles de machine learning. Donc, du coup, tout de suite, je peux rentrer dans le dossier training, ok? Et du coup, qu'est-ce que je vais avoir là? Je peux créer un fichier rapidement qui est un fichier train.python, ok? Supposons qu'on va avoir de la donnée dans le dossier. On va créer un dossier data, ok? Si je rentre dans le dossier data, je peux créer rapidement un fichier Excel qu'on va appeler, supposons que c'est des ventes Excel, XL, SX, je pense. Très bien. On revient dans la racine. Alors, on a déjà quelque chose qui est pas mal. Hein? OK, donc du coup, je peux venir ici. On a notre training, on a data, on a train. Alors, on va ajouter un autre fichier. Supposons qu'on a un fichier environnement.sh qui contient beaucoup de clés d'environnement. Et c'est bon. Super. Du coup, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais ouvrir mon état de code. Alors, l'éditeur de code, c'est Visual Studio Code. Et je fais ça. Voilà. Très bien. Donc, on a notre éditeur de code qui est là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans mon dossier train.
OK? Et je vais ajouter d'abord un print hello, OK? Un print hello tout simplement. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut avoir un autre terminal ici tout simplement en bas dans VS Code. C'est l'une des choses intéressantes dans VS Code. Très bien. Donc, juste là, on n'a pas encore créé ceci, le staging area. On n'a pas encore initialisé un dépôt local. Donc, ce qu'on va faire, on va initialiser le dépôt local en faisant git init. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit qu'il nous a créé en fait un repos local. Alors, le repos local, c'est vraiment un dossier. Hein. Alors, vous voyez le dossier .git qui a été créé. Voilà. Et j'ai des informations ici. Alors, tout ce qu'on fera viendra là. Les photos, en fait, seront là. Donc, du coup, on a initialisé notre dépôt. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire git status qui nous permet de voir l'état des choses. Donc, du coup, ici, on nous dit en rouge que c'est des fichiers qui sont dans mon dossier, mais qui n'ont pas encore été ajoutés au staging area, donc dans le studio de photos. Donc, ce qu'on peut faire, on peut ajouter des fichiers dans le studio de photos. Donc, je peux faire git add, par exemple, train.python, comme ça. Donc, du coup, si je fais git status, vous allez voir. Voilà, new file, ce fichier est vert maintenant, et les autres sont toujours rouges. Très bien. Là, ça me donne une opportunité de vous montrer quelque chose. Dans un fichier, quand on travaille généralement dans un dossier, il peut y avoir des fichiers qu'on n'a pas envie de mettre dans le studio photo, dans le staging area. Donc, pour les enlever, qu'est-ce qu'on fait? On crée un fichier qui s'appelle .gitignore. Pour dire à Git, ignore ces fichiers-là, ne les même pas dans le studio photo. Donc, ce fichier-là, je l'ai ouvert là. Et donc, par exemple, la donnée, supposons que j'ai des données de 30 gigas, 40 gigas, je n'ai pas envie de les garder, de les suivre en fait, parce qu'ils sont trop gros pour le studio photo. Le studio photo n'est pas si gros que ça. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le dossier data là, OK? Et supposons que le env.sh là, c'est un fichier que je ne veux pas, il y a des codes secrets à l'intérieur. Je ne vais pas le suivre également, donc je mets env.sh. Donc, si je sauvegarde là, si je fais le git statut, vous allez voir qu'on n'aura plus ces fichiers là du tout en rouge. Vous voyez? Donc, du coup, finalement, c'est le fichier git ignore maintenant qu'il faut qu'on ajoute dans le studio photo, dans le staging area. Donc, du coup, je peux l'ajouter. Alors, je peux l'ajouter en précisant le fichier directement, donc .git ignore, ou en mettant un point tout simplement ici pour dire tous les fichiers qui ne sont pas, tous les fichiers que j'ai dans mon dossier en fait. Voilà. Et donc, du coup, si je fais git statut, regardez, tous les fichiers sont maintenant dans le studio photo. Donc, du coup, si je fais des modifications, on les a toujours là, tranquille, tout va bien. Une chose par rapport au git ignore, quand on travaille sur un projet Python, par exemple, on a déjà un template de git ignore que vous pouvez avoir. Donc, je pense, si je cherche Python, CTRL F, Python, voilà. Vous avez ici Python git ignore. Alors, quand vous travaillez sur un projet Python, il y a généralement plusieurs trucs, par exemple les tests de coverage, les fichiers de build, de distribution. Il y a plusieurs fichiers comme ça qu'on n'a pas envie de suivre. Donc, vous avez par défaut un Python ignore pour les projets Python que vous pouvez utiliser et modifier à votre guise. Ok, juste là, ce qu'on a fait, c'est quoi? On a juste ajouté des fichiers au staging area. Maintenant, on va les mettre dans le dépôt local. Ok, on va prendre la photo vraiment. Pour prendre la photo de l'état actuel de mon dossier, je vais juste lui dire git commit, on appelle ça un commit. Alors, revenons ici tout de suite. On a appris deux choses que je peux vous montrer. On va les écrire sur notre tableau. Donc ici, pour quitter le dossier local, pour le staging area, on a dit quoi? On fait un git add, le fichier. Et pour quitter le staging area pour le dépôt local, on fait quoi? On fait un git commit. On appelle ça un commit. OK? On verra également les autres possibilités tout à l'heure. Du coup, un git commit-m, on lui donne un nom. On donne un nom à la photo. Donc ici, généralement, on met un message qui dit les éléments qui ont été faits. Ce qui a été fait. Donc, du coup, c'est une modification. Je dirais que c'est une modification. Si j'ai fixé un bug, je dirais que j'ai fixé un bug. Ici, on a juste ajouté les premiers fichiers. Donc, du coup, je vais dire add files. OK? Et genre, je fais tac. Et là, c'est enregistré. Ça veut dire que désormais, si je fais git status, ça dit quoi? Ça dit nothing to commit. Working tree clean. Tout est bon. Oh, j'ai pris les photos de tout ce qu'il y a actuellement dans mon dossier. Et pour voir, jeter un coup d'œil dans l'album photo, justement, on peut faire, donc, voir l'historique des photos qui ont été prises. Je peux faire git log 2-online et vous allez voir, regardez, on a
ça, on a notre nom, add files qui est là. Et on a un code de 6 chiffres, de 7 caractères qui représente en fait notre photo. C'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre notre dossier sur GitHub parce qu'on veut que d'autres personnes viennent modifier ce fichier train-là, qui viennent faire des modifications ici pour travailler. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va mettre notre dépôt local sur GitHub. Alors, GitHub, c'est quoi? GitHub, je vous l'ai montré déjà, c'est ce site-là qui permet littéralement de sauvegarder en fait juste votre dépôt local. Et tout simplement, comment on va faire? C'est qu'on vient ici, on va créer un nouveau repository. Bon, déjà, vous pouvez vous inscrire sur GitHub facilement. Je vais vous faire confiance pour ça. Je crée un nouveau repository, donc qui est un dépôt. Je lui donne un nom, donc je l'appelle training comme mon dossier en local, hein. Training. Et je peux lui donner une description, ça peut être public ou privé, on va le laisser comme ça. On a déjà un git inor, il faudrait qu'on ajoute après un readme file. Donc je le laisse comme ça, je crée mon repository. Très bien. Donc du coup là, GitHub me donne des instructions pour pouvoir la mener sur la machine. Donc du coup là, j'ai déjà fait mon add, j'ai déjà fait mon commit. Alors, il y a cette ligne-là que GitHub me donne. En gros, cette ligne, c'est quoi? C'est git branch-m main. Alors, généralement, vous allez voir ici, quand j'ai fait git status, ça dit on branch master. OK? Donc, la branche master qui n'a rien à faire. Donc, du coup, ici, c'est quoi? Si je fais git branch, vous allez voir qu'on est sur une branche qui s'appelle master. En gros, les branches, c'est quoi? Je viens ici sur mon Excalibur. Revenons en bas ici. Supposons que j'ai fait des modifications là. OK? Et j'ai mon studio photo. Également, j'ai mon album ici, ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux venir, en fait, quelque part ici pour dire, je veux revenir à l'état où j'étais avec cette photo-là. Et donc, du coup, je crée désormais une nouvelle manière de faire avec un staging area et un nouvel album maintenant qui est basé sur cette photo-là et on ajoute de nouvelles photos. Vous voyez? Et on peut avoir plusieurs branches qui sont basées sur une seule photo. Je ne sais pas si c'est encore clair, mais on va comprendre tout de suite. Donc, du coup, ce que GitHub nous dit là, en fait, c'est de changer le nom de master en main parce que désormais on a changé un peu les manières de faire. Avant c'était master, mais maintenant ils appellent ça main et c'est pas si mal que ça. Donc on fait un paste. Donc git branch main -m main, voilà. Donc du coup si je fais git branch, vous allez voir que ça s'appelle main. Vous voyez, ça s'appelle main. Du coup je vais lui dire, GitHub me dit ok, voici moi mon adresse, ok. GitHub dit voici l'adresse, ajoute-le à ton git. Donc du coup je fais git remote add, ok. Paste git remote add origin. Donc il appelle lui son repo, il appelle ça origin. Donc je fais entrer. Donc du coup je l'ai ajouté. Et maintenant on a cette formule là qui est git push sur origin notre branche main. Donc c'est là où finalement nous allons mettre notre album photo sur le net, sur GitHub. Ok? Et donc du coup je fais git push-u origin main et j'entre. Vous allez voir. Et là, c'est passé. OK? Vous allez voir la différence. Déjà, venons ici. Nous allons mettre ce qu'on a appris tout de suite. Donc, on a appris quoi? On a appris git push. Alors, git push. Très bien. Regardez ici. Maintenant qu'on a ajouté ça, il suffit de faire quoi? Il suffit de réinitialiser la page. Et on a notre fichier. Ici, on avait fait quoi? On avait fait print hello. Vous le voilà qu'on a là. Et vous avez notre commit, le nom, c'était add files, et tout est bon. Super. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un petit fichier readme pour que ce soit un peu joli. Donc je vais créer un fichier qu'on appelle readme. Alors c'est une convention sur GitHub. Alors je vais créer un fichier readme et dans ce fichier, je vais faire du markdown, je vais faire projet d'entraînement de modèle. Et je vais faire checklist, ok, checklist des choses à faire sur le projet et je peux avoir des trucs comme ça, genre import data, clean data, bref, un truc simple comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On a appris comment le faire. Donc du coup, si je fais git statut, on a quoi? On a le readme maintenant qui est en rouge. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas encore dans le studio photo, dans le staging area. Qu'est-ce qu'on fait pour le mettre dans le staging area? On l'ajoute. Donc je fais git readme comme ça, voilà. Si je fais git statut maintenant, il sera en vert parce qu'il est ajouté maintenant au studio photo, au staging area. Maintenant on veut prendre la photo réellement, le mettre dans l'album. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait un commit.
Donc, je fais commit et on lui donne un nom. Donc, je lui dis, on a ajouté le readme. Donc, add readme file. OK? Et donc, là, on a pris la photo. Si je fais get statut, il me dit qu'il n'y a rien à mettre dans notre studio photo. Par contre, il dit de faire un git push. Pourquoi? Parce que ce que je viens de faire là, c'est devant, c'est en avance sur ce qui est sur GitHub, sur ce qui s'appelle origine. Donc, du coup, je fais un git push et je le mets sur GitHub. Donc là, on vient de faire ces trois étapes-là en une fois. Regardez, je vais voir si c'est bon. C'est déjà bon. Si je fais mise à jour, on aura un readme. Voilà, vous voyez. Super. Là, on sait déjà comment fonctionne un peu Git et GitHub. Maintenant, on ira plus loin. Pour aller plus loin, nous allons faire quelque chose de grave. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors, moi, je vais juste fermer tout ceci, OK? Et je viens dans mon dossier churning là, et je le supprime. Regardez ça. Je l'ai supprimé à jamais. Ce n'est pas grave, il est déjà sur GitHub. Mais ce que je vais faire maintenant, je vais me considérer comme un collègue de Kevin qui vient de faire le travail. Je suis son collègue, il a déjà fait quelque chose qui est prêt, et moi, je veux l'améliorer. Ou bien je veux collaborer avec lui sur son projet. Il m'a envoyé le lien. Je fais, OK, c'est intéressant. Donc, ce que je peux faire déjà là, je peux cloner son projet. OK? Je peux cloner son projet. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, moi, dans mon dossier ici, j'ouvre mon terminal, je fais git clone et je mets le lien de son git. Je fais ça. OK, là, il est en train de télécharger son dossier. Très bien. Donc là, moi, j'ai vu, OK, là, j'ai le dossier de Kevin qui est téléchargé. Donc, je vais l'ouvrir avec mon état de code. Très bien. Du coup, là, j'ai ouvert le travail que Kevin faisait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va mettre du code pour un modèle, dans un modèle très simple. Non, là, ça, c'est le train qu'on a là. Alors, il y a du code que j'avais déjà copié ici. Donc, ce qu'on va faire là, en gros, lui, il ajoute en fait un code pour entraîner un modèle de type bidirectionnel LSTM. Pardon. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il vient ici. Mais attention, avant de faire des modifications, il se dit, je vais ouvrir le terminal. Il ouvre le terminal, il fait un git status et il voit que, OK, rien n'a changé, mais en temps, il a fait des modifications ici, mais qui n'a pas encore sauvegardé, donc c'est bon, tout est parfait. Mais il se dit, attention, est-ce que je fais des modifications ici maintenant et après Kevin fait les mêmes modifications, on pourrait avoir un problème. Donc du coup, il se dit quoi? Je vais créer un autre album. OK? Je vais créer un autre album qui sera basé sur les anciennes photos que Kevin a déjà prises et les photos que moi, je vais ajouter. Donc comme ça, après, on pourra comparer nos albums et savoir l'ordre dans lequel il faut faire les choses. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Il va créer ce qu'on appelle une branche. Et pour créer une branche, il faut juste faire git checkout-b. Et c'est ce qu'on fait souvent quand on veut travailler sur une nouvelle features. Supposons qu'il m'a assigné un ticket sur Jira. Donc un ticket, il m'a dit, OK, voilà, ajoute-moi du code pour entraîner un modèle LSTM bidirectionnel. Donc du coup, il a nommé le ticket avec un code, par exemple, pour ticket sur Jira. Du coup, je vais donner le nom, en fait, du features à cette branche-là. Donc, du coup, je vais appeler ça LSTM. OK? Non, pas avec les guillemets. LSTM comme ça. OK? Donc, du coup, là, j'ai créé une branche et je suis allé directement sur la branche avec le -b. J'ai fait un checkout et je suis allé directement sur la nouvelle branche. Si je fais git branch, regardez. Là, j'ai deux branches désormais. J'ai LSTM et j'ai main. Mais là, je suis sur la branche LSTM. Donc, du coup, je n'ai pas à me soucier de ce que Kevin est en train de faire. Donc, finalement, on peut venir ici. Il vient là et il copie son code. Très bien. Donc, il a son code de TensorFlow pour faire les modifications qu'il veut. Super. Et donc, du coup, on va sauvegarder ce qu'on a fait. S'il vient ici, il fait un git status. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le fichier train a été modifié. OK? Il a été modifié en local. Donc, il faut l'ajouter dans le studio photo. Donc, du coup, git add. Alors, au lieu de faire git add train, je peux juste faire git add point et il va l'ajouter, puisque le point ajoute tous les fichiers. Alors, maintenant, je fais git statut. Vous allez voir qu'il n'est plus là, c'est vert. Donc, du coup, je peux faire un commit-m. Et là, on va appeler ça quoi? On va appeler ça add LSTM model.
TM module. OK? Voilà. Du coup, il a fait la photo et là, il se dit, OK, c'est bon. Tout ce que Kevin a demandé est bon. Il a testé, le modèle, il est parfait. Il se dit, OK, là, maintenant, je peux lui envoyer ça. Je peux envoyer ça à Kevin pour qu'il puisse tester. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un git push. Alors, avant d'avoir git push, origin main. Origin, c'est ce qui est là. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ce qu'il va faire là, c'est git push, origin. Sur origin, il va pusher désormais quoi? Il va pusher LSTM. Parce que c'est la branche qu'on a. Donc, il fait ça et il a envoyé. Et là, ça lui dit en même temps, regardez, create a pull request for LSTM. Donc, du coup, il va sur GitHub, supposons qu'il est sur GitHub à lui. Ça lui met déjà qu'il a créé quelque chose. Donc, il faut qu'il crée ce qu'on appelle un pull request. Donc, en gros, c'est pour dire à Kevin, voilà, j'ai fait le travail qu'il faut. Donc, du coup, là, je vais lui laisser un message pour dire, Kevin, je fais Kevin, modèle bien entraîné. Ça correspond au ticket. Donc, j'ajoute un lien pour le ticket directement sur Jira. Donc, du coup, je fais ticket 78 par exemple. OK. Voilà, ticket 78. Et je mets le lien là en parenthèse. OK. Je peux voir la preview. Vous voyez. Et là, il peut cliquer directement ici et comprendre en fait ce que j'ai fait. Donc, je crée le pull request là. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait là? Et là, vous voyez, il check si voici, on peut l'ajouter. Et justement, nous allons voir plus tard dans cette série de vidéos, nous allons voir plus tard le Continuous Integration avec les GitHub Actions. En gros, vérifier si tout est bon et pouvoir déployer automatiquement. OK? Nous allons voir tout ça ensemble. Donc là, Kevin, lui, vient sur son repo un jour. Il est là, il voit un peu ce qu'il a fait. Puis, il regarde, ici, il y a pour le request, il y a un qui est là. Il se dit, peut-être qu'il a reçu une notification aussi, il vient là. Pour le request, il voit qu'il y a one qui est open, donc add LSTM model. Et ça met le nom le numéro, en fait, c'est le premier pull request qui a été ouvert par Kevin Dage. Là, il fait OK, super. Il ouvre le truc, il voit qu'il y a un commit. Donc, ça, c'est très important. Quand vous faites quand vous voulez faire un pull request comme ça, il faut travailler sur un projet. Et un projet, c'est-à-dire une fonctionnalité, si c'est un bug fix, vous le documentez correctement. Et comme ça, c'est facile pour la personne qui veut collaborer avec vous de savoir, OK, voilà, voici ce qu'il a fait, de tout comprendre. Donc, du coup, il voit que c'est un seul commit qui a été fait. Il voit les file change. Il voit que ici, ça dit déjà que c'est plus 26 moins 1. Donc, il voit que ça a été enlevé. Ça lui dit quoi? Qu'on a ajouté une nouvelle line. Donc, du coup, on peut voir les modifications qui ont été faites, ce qui a été ajouté. OK, donc du coup, là, il voit que tout est bon. Il vient ici. Il peut lui poser d'autres, tu peux lui laisser d'autres messages pour lui dire de faire d'autres modifications et de refaire le pull request. Mais ce qu'il a fait est bon. Donc, du coup, je vais faire un merge pull request. Donc, confirm merge. OK, voilà. Et donc, du coup, je l'ai ajouté. Et je peux maintenant supprimer la branche LSTM qui a été créée pour nous sur mon truc là. Donc, moi, je regardais clean. J'ai supprimé ce que l'autre avait fait. Du coup, quand je viens ici, désormais, dans mon main, puisque je suis dans mon main, voilà, on est sur main ici, OK? Je peux voir que dans mon train, il y a LSTM modèle et j'ai mon code qui est là. Très bien. Donc, supposons que finalement, je suis le premier Kevin désormais. Et ce que je fais, c'est quoi? Je reviens sur le main. Alors, pour revenir sur le main, on fait quoi? On fait git. Pardon, on fait git checkout main. Donc, en faisant ça, je suis revenu sur mon main. Et mon main en local, c'est quoi? Vous vous rappelez, il avait pris juste le main de ce qu'on avait avant. Donc, du coup, il se dit, OK, qu'est-ce qui se passe là? Je n'ai pas le code qui est sur le cloud, qui a déjà été, en fait, chargé. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, OK, il faut que je ramène dans mon main local tout ce qui a été fait comme modification. Et pour ça, on fait un git pull. OK? Pull pour ramener en local. Vous voyez, et là, du coup, il me donne toutes les informations qu'il y a 27 liens qui ont été ajoutés au fichier train. Du coup, j'ai tout qui est apparu automatiquement. Donc, du coup, on a appris quoi de plus? On a appris git pull. Git pull
pour quitter de GitHub vers le dépôt local. Alors là, j'ai fait une erreur. Oubliez ceci. C'est plutôt vers le dépôt local comme ça. Et on a un git pull. OK? Ça nous ramène tout ce qu'il y a comme modification de GitHub vers le local. Donc là, ce qu'on a fait est bien. Donc du coup, finalement, la branche qui avait été créée, là, on n'en a pas besoin. Donc, si je fais git branche là, par exemple, on est sur le main, mais on a LSTM là. Moi, je veux supprimer LSTM. Je fais git branche-d pour delete et je mets LSTM. Et ça me supprime ça. Voilà. Deleted branch. Et donc, du coup, je fais un git status, ou plutôt git branch, pardon. Je vais voir que c'est bon. Je suis sur mon main. Tout est parfait. Une chose qu'on peut faire, c'est de voir l'historique des commits, c'est-à-dire des photos qui ont été prises. Et pour ça, on peut faire un git log -2 fois one line, on peut les avoir en une ligne. Vous voyez, on avait d'abord fait quoi? On a fait add file, puis après on a fait un add readme file, puis après on a quelqu'un qui a fait un LSTM modèle qui a fait un pull request qu'on a accepté à ce niveau-là sur GitHub déjà, sur GitHub, pas en local. Et on peut le voir là. OK? Donc, si on fait d'autres commits, ils vont s'ajouter et ainsi de suite. Et le commit qui est le plus récent est toujours appelé head. Vous voyez? OK, donc là, ce qu'on a fait est super. Mais, que se passe-t-il lorsque on a 3 personnes qui travaillent désormais sur le projet? 3 personnes qui travaillent sur le projet, c'est que ils ont tous pris mais les 3 autres, ils ont pris mon projet de base et chacun a entraîné son modèle comme il le veut. Et donc, du coup, tous les deux ont fait des pull requests. Le problème, c'est que désormais, on a des conflits. OK, on les appelle les merge conflicts. Parce que supposons que je veux faire un pull request dans mon code. Du coup, il y a un qui a fait une modification sur cette ligne-là, qui a mis 100 et l'autre qui a mis 50. Ils ont tous les deux modifié la même ligne et je veux maintenant ramener leur modification dans mon code à moi. Et là, on appelle ça un merge conflict. Du coup, c'est le code de qui je choisis. Dans ce cas, je peux voir les modifications qui sont conflictuelles sur GitHub. Alors, on va parler en détail puisque la vidéo va être trop longue. On peut voir les différentes lignes qui ont comme problème, les différentes lignes qui posent problème et choisir la ligne, en fait, celle qu'on veut garder. Alors, je ne vais pas la simuler ici, mais c'est un merge. Généralement, bon, on peut le faire en local et même en local aussi, un guide vous montrera les lignes qui ont des problèmes. Vous pouvez accepter soit celui qui vient de A ou celui qui vient de B. A et B étant des développeurs séparés qui ont travaillé sur la même version, mais qui ont fait 2 choses différentes. Et il faut que je les merge ensemble. Okay. Autre chose qui peut être intéressant, c'est de voir qui sont ceux qui ont ajouté chaque ligne dans un fichier. Et c'est git blame. Si je mets le fichier train, je peux voir, regardez, j'ai chaque ligne de mon code et je peux voir qui a ajouté quoi, on peut voir le nom de la personne et ainsi de suite. OK? Donc ça peut être très intéressant aussi pour savoir, OK, dans ce code-là, ça c'est le code qui a été ajouté par tel développeur quand j'avais fait un merge et on a même le commit également. Autre chose qu'on peut vouloir faire, c'est que on a mis quelque chose dans notre studio photo et on se dit, ce n'était pas une bonne idée, ce fichier-là, je vais le renvoyer, je vais le ramener en local. Comment on peut le faire? Supposons que je prends le fichier, prenons le fichier, alors on avait un fichier env ici, non? On avait mis dans le git ignore, vous voyez? Ah, très bien. Donc, vous voyez, celui qui a pris le code sur GitHub, il n'a pas ces fichiers-là. C'est pas grave. On va créer un nouveau fichier qu'on va appeler secret.sh. OK. Du coup, j'ouvre secret.sh et je mets un code. Donc, du coup, je lui mets par exemple, ça, plus ou moins, c'est mon API key de OpenAI. Donc, OpenAI key. Et je mets, c'est égal à machin chouette. Et ça, par exemple, j'avais fait l'erreur. Donc, supposons que je le sauvegarde. Si je viens, je fais mon git status, on va le voir, on va voir que ça n'a pas encore été ajouté au studio photo, au staging area. Donc, je fais git add secret sh, très bien. Je fais mon git statut désormais, je verrai que le fichier a été ajouté. Mais je me dis, c'était pas une bonne idée. Ce fichier-là, il faut que je le garde en local. Je ne peux pas prendre des photos de ce fichier-là. C'est très dangereux. Donc, je peux faire git restore, OK, et je mets le fichier. OK? Secret, voilà. Et donc, en faisant ça, si je fais git statut désormais, vous voyez, on a ce fichier-là qui... une seconde. Oh, c'est staged. Git restore stage. J'ai fait une erreur. C'est plutôt git restore staged. Parce qu'il est déjà dans le studio photo, il faut lui mettre staged
pour lui dire, voilà. Donc maintenant, si je fais Git statut, voilà, maintenant il est en rouge, ok? Donc il a quitté notre staging area. Donc du coup, ce qu'on peut faire ici, on va lui dire que ça, c'est un Git restore pour revenir. Alors, j'ai envie de vous montrer beaucoup d'autres choses, mais ce n'est pas utile tout de suite pour une personne qui veut apprendre Git et GitHub. En gros, ce que je voulais vous montrer, c'est ici comment on fait un Git revert ou un Git reset. Alors cela, je vous le laisse comme exercice de recherche. Quand vous aurez un problème comme ça, vous avez déjà fait un commit et vous dites non, 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 il faut que je change ce commit là que je revienne. Maintenant, une dernière chose, vous vous rappelez, je vous ai parlé des branches. Donc du coup, supposons qu'on a cette ligne-là. J'ai fait un commit ici, après j'ai fait un autre commit, un autre commit, un autre commit, et je suis là maintenant actuellement, et je me dis, ça c'était V1, ça c'était V2, ça c'était V3, je me dis, alors, ce qu'on a fait juste là, c'est intéressant, mais depuis la V2, j'avais des choses intéressantes. Qu'est-ce que je fais? Je fais un check-out de ça. Et comme c'est un commit, on a un élément à 7 caractères. Donc, supposons que c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je fais git checkout, OK? Et je mets le code AB6CDE. Et donc, du coup, là, je vais changer vite fait la couleur de mon stylo. Et donc, du coup, avant, on était ici. On était en V4. Donc, du coup, en faisant ce checkout, on va revenir en V2. Maintenant, en faisant le V2, il faudrait qu'on crée une nouvelle branche en faisant ça. Donc, du coup, si je veux créer une nouvelle branche, je fais -B pour créer la nouvelle branche. Comme ça, les modifications que je vais faire à partir de là ne seront pas des modifications qui vont me créer des problèmes plus tard. Donc, je donne un nom à la branche également à côté. Donc, on va l'appeler que je vais régler un bug. OK? Et donc, du coup, là, depuis là, j'ai créé une nouvelle branche qu'on appelle bug. Et quand je fais un commit, maintenant, il sera là. Un commit, il sera là et il sera là. Et donc, du coup, attention, si je considère ceci plus tard, il faut savoir que je risque de perdre ceci. Donc, vous faites très attention à comment on gère. Alors, je ne vais pas aller en détail sur ces choses-là parce que, selon moi, quand on commence, il faut apprendre le strict nécessaire pour commencer déjà à faire des choses intéressantes. Et en parlant de choses intéressantes, pouvoir contribuer à un projet open source, c'est l'une des manières de montrer sa compétence en fait dans du code ou dans un projet machine learning. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je vais vous montrer un exemple de comment j'ai pu contribuer à un projet dont on va parler dans cette formation. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour la formation déjà. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, je vais vous montrer Streamlit. J'avais contribué à Streamlit. Alors, vous allez voir. Supposons qu'ici, moi j'ai vu, je me rappelle dans le temps, j'avais vu un bug quelque part ou bien dans le code ou bien dans la documentation, il y a quelque chose que je voulais modifier. Qu'est-ce que je fais? Tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a des conventions pour apporter son aide dans un film. Vous voyez déjà ici, on a quoi? On a 106 personnes qui ont apporté leur contribution, dont j'en fais partie également, qui ont apporté leur contribution à ce projet-là. Et pour qu'il n'y ait pas un gros désordre, il y a des conventions à suivre. En gros, qu'est-ce qu'ils disent? Supposons que je veux faire une modification, il y a toujours un fichier qu'on appelle contributing.md. Il faut toujours le lire. Je lis ce fichier, il m'envoie là, ok? Et il dit quoi? Il dit que avant de créer, en fait, de faire une modification, il faut d'abord mettre dans issue, dit en fait le problème que je veux résoudre, si c'est un bug, si c'est quoi d'autre, si c'est un feature que je veux créer, il faut que je puisse d'abord créer un issues, et là les issues sont ici, je vais vous montrer les issues. En gros, moi j'ai vu un petit problème, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire new issue, et je vais renseigner si c'est un bug report, un feature request, documentation request, Streamlit documentation. Ça aide la personne qui va merger après mon truc à savoir ce qui se passe. Et donc, du coup, quand je crée un issue, mon issue aura un nombre. Donc, vous voyez par exemple là, il y a plusieurs issues qui ont été closed par des pull requests. On a 693 qui sont ouverts. Donc, comment je vais créer un issue? Il aura un nombre. Vous voyez ici, par exemple, ça c'est le code, ça c'est le issue 6198. Donc, du coup, ces issues-là permettent après, quand vous allez créer la modification pour régler le problème, pour ajouter quelque chose, vous liez en fait votre pull request à ce issue-là. Donc, du coup, le développeur sera, OK, voilà, ça, c'est en fait le ticket qu'il est en train de résoudre. Donc, du coup, dans mon contributing ici, j'ai le wiki avec, voilà, avant de contribuer, voici ce qu'il faut lire. Voilà le style guide. Ils ont un style
de code. Quand ils utilisent Spreadsheet et Black pour auto-formater leur code, pour que le code suive des conventions de PEP 8. Et on en parlera dans une prochaine vidéo, comment bien suivre ces conventions-là. Vous voyez, comment créer le code en local chez vous. OK, regardez, tout ça, c'est là. Il faut suivre tout ça avant maintenant de commencer à faire des modifications. Et ça, c'est très, très important à suivre. OK? Et donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Est-ce que je peux chercher mon pull request là? C'est dans la partie pull request. Voilà, il y a Kevin Dejila qui est là. Et donc, du coup, ce que je peux faire là, j'avais fixed error in show progress. Donc, du coup, j'avais d'abord créé un issue 234. Vous voyez que dans le nom de mon pull request, vous voyez le nom, c'est 234. Donc, c'était le issue 234. Et donc, du coup, on peut même cliquer pour voir comment les choses se sont passées. Donc, du coup, j'ai écrit quoi? J'ai écrit comme résultat, comme truc. J'ai mis fix value comme test à celui qui gère en fait le repo. J'ai mis fix value error when running the progress bar example. I also add f-string to show that Streamlit support f-strings. Donc, je sais même pas, eux-mêmes, ils n'avaient même pas ajouté en fait qu'ils supportaient les f-strings, ce qui n'est pas le cas de tous les packages. Et là, j'ai découvert ça, donc j'ai ajouté. Vous voyez, donc du coup, c'est juste 2 lignes. Hein. Regardez, plus 2, moins 2. J'ai juste modifié 2 lignes en un seul commit. Regardez, on peut même voir le commit en fait. On peut voir le commit. En gros, qu'est-ce que j'ai fait? Ça allait jusqu'à 101, je l'ai ramené à 100. Et j'ai changé le print, l'iteration test là, avec un f-string. C'est tout. Hein. C'est pour vous montrer que vous pouvez contribuer également à l'open source vous aussi, sans forcément ajouter de gros trucs en fait. Juste un truc très simple. Et j'avais créé une branche. J'avais d'abord créé ce qu'on appelle un fork. Donc j'avais pris une version du code chez moi-même, j'ai fait la modification sur moi-même mon GitHub, puis après j'ai fait un pull request vers eux directement. Et on peut voir la discussion que j'ai eue avec le contributeur ici. Je l'ai mis, il a mis thanks you rock, super. Après il a approuvé, tu vois, il a approuvé les modifications. Et ouais, j'ai dit quoi? Thanks, this was my first open source contribution. I hope to make more to Streamlit. Bon, j'ai pas pu le faire finalement malheureusement, mais c'est pour vous montrer un exemple que ce n'est pas il n'y a pas beaucoup de gros changements qu'il faut faire pour forcément contribuer à un projet que vous aimez. Et justement, nous aurons beaucoup de vidéos sur Streamlit dans cette formation. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle était un peu longue, mais c'est le guide ultime pour savoir utiliser GitHub et Git. Et je tenais à le faire, à commencer cette série de vidéos machine learning en production avec ceci. Si vous avez aimé, que vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre un pouce, un like et abonnez-vous. Rejoignez-nous sur Discord pour ne rien rater de toutes les vidéos que j'aurai à faire sur cette série de vidéos qui s'appelle le machine learning en production.